Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Étienne Lemarié. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette visioconférence sur l'asthme, le GINA 2022, les dernières recommandations concernant l'asthme. Et on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Louis-Philippe Boulet, qui est pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, professeur de médecine à l'Université Laval. Et Louis-Philippe Boulet intervient ici en tant que président du board des directeurs du GINA. C'est dire qu'il est le mieux placé pour nous présenter cette actualisation du GINA et surtout répondre à toutes vos questions. Voilà, Louis-Philippe, on est ravis de t'accueillir et nous t'écoutons. Merci beaucoup, Étienne et Yves. C'est toujours un grand plaisir de vous parler à tous. Alors, je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer en quelques diapositives l'essentiel de la mise à jour du rapport GINA 2022. Vous savez qu'il y a eu plusieurs changements dans notre rapport dans les dernières années et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je suis certain que vous en aurez de nombreuses à propos de ce nouveau rapport. Tout d'abord, je vais présenter ma déclaration de conflit d'intérêt. Alors, Yves, si on peut activer la... On a un nouveau système, alors je dois fonctionner via Yves qui va m'aider à changer les diapos. Alors, bien sûr, étant chercheur et impliqué dans l'éducation, je collabore avec tout le monde. Je crois que le principal conflit d'intérêt potentiel sur la présentation d'aujourd'hui est que je suis effectivement le président du comité de direction du GINA. Alors, j'ai un biais envers ce guide, mais je participe quand même à de nombreux autres guides et activités. Prochaine diapositive. Alors, je vous invite à aller voir le site du GINA, ginasma.org. En particulier, il y a plusieurs traductions en français, si ça vous intéresse, entre autres pour le livret, le guide de poche pour les patients. Et on essaie de traduire les guides, les résumés du rapport principal en français dès que possible. Le 2022 viendra très bientôt. Et je compte bien également traduire en français le fameux guide pour l'asthme sévère que nous avons complètement remis à jour et dont je parlerai tout à l'heure. Prochaine diapo. Si vous êtes intéressé, nous avions élaboré de façon plus complète le rapport 2021, qui est très près du rapport 2022. Et je crois que c'est une des premières fois qu'un tel document est publié simultanément dans 5 revues médicales. Vous l'avez peut-être vu passer, mais je crois que ça démontre de très grand intérêt envers ce rapport qui est vraiment, non pas un guide classique, mais un guide vraiment clinique pour le clinicien en soins de première ligne autant qu'en spécialité. Prochaine diapositive. Alors, bien sûr, on doit savoir de quoi on parle. Alors, si on parle de l'asthme, nous savons très bien maintenant que ce n'est pas une maladie, mais de nombreuses maladies, de nombreux phénotypes, caractérisés donc par différents modes de présentation de l'inflammation chronique des voies aériennes, différents modes de présentation clinique. Bien sûr, nous avons des choses en commun, des symptômes typiques et bien sûr la stigmate physiologique principale qui est la variabilité de l'obstruction bronchique avec le temps et l'hyperréactivité bronchique. Prochaine diapositive. Donc, ce sont nos cibles thérapeutiques. Et dans le nouveau GINA, bien sûr, on parle de toutes les cibles qui sont maintenant touchées. La dernière qui s'est ajoutée est celle du TSLP, qui est une des alarmines, qui est la cascade inflammatoire. Mais bien sûr, nous avons la kyrielle d'intervention sur les autres cibles dont nous allons parler. Bien sûr, on insistera également sur les mesures non pharmacologiques. Donc, GINA, vous le savez, ça fait plus de 25 ans. Marc Humbert de Paris m'avait demandé il y a 2 ans de faire l'historique du GINA, si ça vous intéresse. Il est publié dans l'European Respiratory Journal. Et donc, ça avait été créé par l'Organisation mondiale de la santé. GINA est devenu indépendant complètement par la suite et il ne survit que par la vente de ses produits, donc de ses guides et autres. Donc, il n'y a pas, c'est un groupe de travail complètement indépendant. La méthodologie est tout à fait evidence-based, basée sur l'évidence. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre site. Et je crois que même si nous n'avons pas les mêmes techniques là, comme GRADE ou AGREE ou toutes les multiples techniques pour développer les guides standards,
de la manière la plus rigoureuse possible. Nous nous servons d'une méthodologie qui est quand même très basée sur l'évidence et qui se sert justement des autres guides pour compléter ces recommandations. Prochaine diapositive. Donc, mon premier point, c'est le diagnostic. Alors, nous avons insisté dans le guide 2022 pour, encore une fois, tenter de demander de préciser le diagnostic de l'asthme. J'ai eu la chance de participer au guide européen également là-dessus et dans le GINA, nous incorporons déjà, et nous allons le faire encore plus l'année prochaine, incorporer beaucoup de références au nouveau guide de l'European Respiratory Society sur le diagnostic de l'asthme, parce qu'il évolue énormément. Vous savez, maintenant, on implique de plus en plus les marqueurs non invasifs de l'inflammation également comme aide diagnostique. Mais peut-être vous serez intéressé de lire les études que nous avions faites dernièrement sur le surdiagnostic ou le sous-diagnostic de l'asthme, qui est tellement fréquent, même dans les pays où nous avons toutes les ressources possibles et imaginables au point de vue phénotypage et tests de fonction respiratoire. Et un papier qui a été soumis, qui avait été présenté lors d'une réunion canadienne cette année, a démontré que même si nous avons une spirométrie normale, nous avons quand même énormément de personnes qui ont des symptômes respiratoires, qui ont un asthme, qui n'avaient pas été diagnostiqués finalement. Donc, encore une fois, prochaine diapositive, nous référons dans le guide, oui, c'est ça. Nous référons dans le guide aux méthodes standards de vérification du diagnostic et on indique bien sûr, j'ai traduit quelques-unes des diapositives de cette année, je m'excuse si je ne les ai pas toutes faites, là, je n'ai pas eu le temps, mais ça vient tout juste de sortir, les diapositives anglaises. Alors, j'ai commencé à les traduire en français, mais vous m'excuserez pour les quelques diapositives anglaises que j'aurai. Donc, bien sûr, nous insistons dans le GINA que la spirométrie est importante, bien sûr, à la mesure des débits expiratoires, sinon avec des débits de pointe, mesure sériée ou mesure de la réversibilité. Mais bien sûr, la spirométrie seule n'exclut pas ou ne confirme pas l'asthme dans certains cas. Et on doit parfois aller à d'autres tests, mais la mesure sériée des débits est quand même intéressante comme mesure, ou les tests de bronchoprovocation, métacholine ou tests indirects. Donc, nous avons donc beaucoup d'attention aux guides qui ont sorti dernièrement et nous incorporerons probablement plusieurs autres éléments dans les prochains mois. Prochaine diapositive. Vous connaissez probablement l'algorithme diagnostique que nous avons inclus. Il n'a pas changé depuis l'année dernière. Nous avons encore, l'importance, bien sûr, de l'histoire clinique, l'importance de procéder à la spirométrie avant et après bronchodilatateur et de faire d'autres investigations si jamais nous avons, ça n'est pas concluant. Et je soulignerai le fait que si les symptômes respiratoires sont surtout présents sous forme d'une toux, tout un diagnostic différentiel très important à faire, bien sûr, pour la toux, la principale cause étant les anomalies des voies aériennes supérieures et non pas seulement inférieures, et très souvent aussi des éléments de dysfonction glottique. Donc, c'est important de considérer toutes ces possibilités dans les diagnostics. Prochaine diapositive. Un des challenges que nous avons, c'est lorsque le patient est déjà sous traitement. Parce que, comme vous le savez, les corticostéroïdes inhalés, avec ou sans bronchodilatateur à longue action, peuvent, comment dire, normaliser la réactivité bronchique, peuvent normaliser les débits, et on peut ne pas avoir d'évidence d'obstruction bronchique variable à cause, justement, de la médication qui est sous-jacente. Donc, pour ces patients chez qui nous ne pouvons pas, on n'a pas de confirmation de diagnostic par les tests initiaux, on suggère dans le GINA un sevrage lent et progressif de la médication pour voir si des signes d'obstruction bronchique variable vont apparaître avec le sevrage progressif de la médication et ainsi confirmer effectivement le diagnostic tel que démontré par la présence de symptômes et une évidence d'obstruction bronchique variable ou d'hyperréactivité bronchique. Prochaine diapositive. Donc, si je reviens au but du traitement, bien sûr, ils n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes buts. Non seulement nous désirons contrôler les symptômes, permettre à la personne asthmatique d'avoir une vie normale et être capable de faire de l'exercice physique, être capable d'avoir une fonction pulmonaire la meilleure possible, mais on doit bien sûr prévenir les risques. Alors, on doit prévenir surtout les exacerbations, qui sont un des phénomènes les plus dommageable pour l'asthmatique et qui est associé avec une augmentation du remodelage bronchique qui peut amener des changements à long terme.
Bien sûr, il y a encore malheureusement des décès dus à l'asthme et on doit toujours éviter, bien sûr, les effets secondaires de la médication. Alors, il faut en discuter de ces buts avec le patient parce qu'ils peuvent être différents d'une personne à l'autre et certains buts peuvent être un meilleur incitatif à l'adhésion au traitement que d'autres. Alors, c'est important d'en discuter avec le patient. Prochaine diapositive. Donc, un des points qui a été touché par GINA cette année, en fait, nous avons tout un comité de travail au GINA qui regarde vraiment comment on peut adapter le traitement dans des pays de revenus faibles ou moins élevés que dans les pays très, très industrialisés, dans les pays où il y a moins de ressources, effectivement. En fait, les études et les données préliminaires nous démontrent effectivement qu'également dans ces pays, l'asthme est souvent sous-diagnostiqué ou plus rarement sur-diagnostiqué et que le diagnostic différentiel inclut toute une panoplie de maladies qui parfois ne sont pas toujours présentes dans les pays industrialisés, que telles les maladies parasitaires et autres. Donc, il y a une approche syndromique qui a souvent été utilisée pour le diagnostic, comme le PAL, PAL dans le passé. Mais GINA recommande quand même la confirmation, bien sûr, du diagnostic d'asthme par les tests de fonction qui sont quand même en général disponibles, ou du moins qui devraient l'être. Les appareils, en général, ne sont pas quand même trop dispendieux. Sinon, on peut toujours utiliser les débits de pointe. Et nous avons revisé, en fait, les critères de positivité pour ces différents tests. Pour le débit expiratoire de pointe, si on l'utilise, c'est toujours bien d'avoir un 20 d'augmentation du DEP là, après un bronchodilatateur ou au moins 15 de variabilité d'un test à l'autre. Pour la spirométrie, bon, on garde toujours notre 12 et 200 millilitres. Alors, on plaide en fait pour l'accès à des équipements de diagnostic abordables et à la formation professionnelle, bien sûr. Et nous allons inclure probablement, en fait, suite au guide européen sur le diagnostic, certaines mesures comme le monoxyde d'azote expiré, le phéno, le forced exhale, le fractional exhale nitric oxide en anglais, donc l'oxyde nitrique en anglais, qui est une mesure non invasive de l'inflammation bronchique extrêmement utile dans certains cas, non seulement pour le phénotypage, mais parfois également comme une aide indirecte au diagnostic, quoiqu'il faut toujours mesurer les débits. Prochaine diapositive. Nous en sommes donc en fait, une des principales diapositives de la présentation, c'est-à-dire la recommandation pour le traitement de l'asthme, le traitement pharmacologique. Je vais en parler un peu plus en détail dans la prochaine diapositive, dans les prochaines 2-3 diapositives. Donc, simplement pour mentionner sur celle-ci que GINA propose deux stratégies de traitement. La première étant basée sur la présence de corticostéroïdes à faible dose et de formoterol, donc un bronchodilatateur à action rapide et longue. Et une deuxième voie, si la première n'est pas choisie, quoique GINA préfère la première, la deuxième voie est celle d'utiliser comme médicament de secours un bronchodilatateur à courte action, alors que dans la voie 1, c'est le formoterol associé aux stéroïdes qui est autant pour la base que pour le médicament de secours. Allons aux prochaines diapositives, je vais vous l'expliquer plus en détail. Alors la prochaine, bien sûr, c'est simplement un rappel pour vous dire qu'il ne faut jamais oublier, bien sûr, toutes nos interventions non pharmacologiques qui font tellement une différence parfois dans le traitement. Le tabac est absolument terrible pour les voies aériennes d'un asthmatique. Alors, ça change le phénotype en un phénotype neutrophilique plus résistant au traitement. La fumée de tabac et également le vapotage et le cannabis, bon, il y a plusieurs pays où c'est maintenant permis, semblent également être des problèmes. Autrement dit, les voies aériennes n'aiment pas recevoir des irritants qui peuvent causer justement un phénomène inflammatoire. Et même s'il y a beaucoup d'études à faire sur vapotage et cannabis, je crois qu'il faut faire très attention. C'est associé quand même à des exacerbations de l'asthme, tout très clairement. L'activité physique est essentielle pour les asthmatiques. Tout asthmatique doit faire de l'activité physique régulièrement. C'est associé à un bon contrôle de l'asthme. Nous avons énormément d'athlètes olympiques qui sont des asthmatiques quand même assez sérieux, mais qui, avec un bon contrôle de leur asthme, peuvent gagner des médailles d'or. C'est très important d'être actif. L'obésité, en contrepartie, est très nocive, bien sûr, pour l'asthme, et parfois une perte de 5 à 15 du poids corporel peut amener des améliorations fantastiques du contrôle de l'asthme.
Bien sûr, il y a de l'asthme professionnel, il y a des expositions professionnelles qu'il faut reconnaître. Les médicaments peuvent réguler l'asthme, bien sûr, le typique et le bêta-bloquant. Régime équilibré, bien sûr, il n'y a pas de diète spécifique pour les asthmatiques, mais il faut quand même respecter les règles habituelles. Ça peut aider, même si c'est un facteur mineur. Exercice de respiration, ça, c'est pas tellement... bon, il y a un petit effet, mais quand même, c'est probablement plus sur, comment dire, la gestion du stress, la relaxation qui peuvent aider parfois. Éviter la pollution. Les allergènes, bien sûr, et les polluants sont des facteurs majeurs qu'il faut considérer. Le stress émotionnel joue un rôle dans l'expression de la maladie, tout comme les problèmes de santé mentale. Et bien sûr, bon, s'il y a une allergie claire à des aliments, à des produits chimiques, il faut les éviter, bien sûr, mais c'est un cas quand même très spécifique. Prochaine diapositive. Allons pour la pharmacologie maintenant. Alors, c'est vraiment la diapositive la plus importante. On va essayer de la retraduire en français prochainement. Je vais la détailler item par item. Vous avez ici donc l'approche globale. Vous avez donc la voie 1, ce qu'on appelle le step 1, pas le step 1, mais le track 1. Ensuite, vous avez la track 2, track 2, qui est la deuxième série d'approches thérapeutiques qu'on suggère. Allons-y progressivement. Prochaine diapositive, on va montrer tout d'abord l'approche sur la confirmation du diagnostic et la réévaluation. Alors, on passe souvent rapidement sur cet élément, mais c'est tellement important. Alors, il faut confirmer, comme on dit, le diagnostic. Il faut vérifier le contrôle, voir les comorbidités associées, la technique de prise des inhalateurs, l'adhésion au traitement et les préférences du patient. Alors, une des grandes raisons pour lesquelles l'asthme n'est pas contrôlé de nos jours, ce sont ces éléments, particulièrement l'adhésion au traitement lorsque c'est vraiment nécessaire régulièrement. Et les techniques, bien sûr, sont souvent déficientes et ça amène une mauvaise utilisation du traitement. Il faut bien sûr ensuite ajuster le traitement, regarder les facteurs modifiables, le tabagisme, l'hygiène de vie, les comorbidités doivent être traitées. J'ai mentionné donc les techniques non pharmacologiques et la médication qui doit être ajustée. Donc, nous sommes dans l'ère de la médecine personnalisée, non seulement dans l'asthme sévère, mais pour tous les asthmes. Et bien sûr, éduquer nos patients, leur apprendre des techniques d'autogestion, d'évaluation de leur maladie. Pour ceci, en fait, nos éducateurs, nos autres professionnels de la santé collaborant avec les médecins sont extrêmement importants. Par la suite, on doit reviser le traitement, on doit voir si on a atteint nos buts, est-ce qu'on doit modifier le traitement, est-ce qu'il y a encore une persistance d'exacerbation ou des effets secondaires, quelle est la fonction pulmonaire, est-ce que nous l'avons optimisée, et la satisfaction du patient qui est très importante, bien sûr, au niveau de l'adhésion thérapeutique. Prochaine diapositive. Alors, là, ce qu'on appelle en anglais la track 1, c'est la voie qui a été préférée, et ça, il y a eu beaucoup de controverses, il y en a encore énormément. Parce qu'on suggère, bien sûr, dans les asthmes les plus légers, ceux qui ont des symptômes moins de 2 fois par mois ou très rarement, et la step 2, qui est les asthmes qui ont des symptômes pas très importants, même moins de 2-3 fois par semaine, pas besoin de médicaments de secours très fréquents. On suggère à ce moment-là, au besoin, et non pas régulièrement, de prendre un inhalateur de corticostéroïdes à faible dose associé à du formoterol. Malheureusement, actuellement, le seul bêta-2 agoniste à longue action qui a une action aussi rapide que les courtes actions, c'est le formoterol. Il pourrait en avoir d'autres dans le futur, mais les nouveaux, y compris même les très longues actions comme le vilanterol, n'ont pas un début d'action très rapide qui permet de les utiliser autant comme médicament de secours, parce que dans ce cas-ci, on l'utilise donc autant comme médicament de secours. En fait, c'est simplement la stratégie qu'on appelle AIR, Anti-Inflammatory Reliever en anglais, c'est-à-dire qu'un seul inhalateur fait tout, et on le prend seulement au besoin selon les symptômes. On parlera des études qui le confirment tout à l'heure. Mais bien sûr, les autres bêta-2 agonistes aussi ont un profil de toxicité qui empêche d'augmenter les doses de façon aussi importante que le formoterol. Donc, pour l'instant, c'est celui qu'on a comme potentiel. L'accessibilité à des médicaments de cette association varie d'un pays à l'autre. Au Canada, on en a 2 formes, en fait. On a la mométasone qui sont associées à du formoterol, mais ça varie selon les pays, mais je suis certain que ça va augmenter dans le futur. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas tout de suite ici, par exemple, un stéroïde à faible dose et, par exemple, du salbutamol, qui fait quand même des associations de courte action avec stéroïdes
à différents pays. Vous avez peut-être lu l'article d'Alberto Papi qui vient de paraître dans le New England Journal la semaine dernière, qui démontre qu'il y a quand même une utilité d'avoir une association, non pas seulement avec un formoterol, mais avec également un salbutamol. Cependant, les propriétés du salbutamol font que c'est quand même moins efficace que le formoterol comme médication. Ça avait été démontré de longue date suite aux études de Tattershfield en Angleterre et autres. Donc, c'est quand même une possibilité, mais encore une fois, Gina préfère pour l'instant le formoterol. Et nous avons un comité présidé, en fait, dont le leader est Kevin Mortimer, qui travaille énormément avec l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de rendre disponible un traitement semblable dans les pays de faible revenu ou revenus modérés comparativement aux autres pays. Essayer de voir comment on pourrait le rendre plus disponible et effectivement faire les études de coût-bénéfice qui démontrent en fait qu'avec cette thérapie, on a besoin de tellement moins fortes doses de stéroïdes et de moins fréquente administration de la médication que c'est aussi efficace au point de vue des coûts. En fait, ce n'est pas vraiment beaucoup plus coûteux qu'une autre médication. Mais encore une fois, les études sont à faire en soins de première ligne particulièrement et dans la vraie vie, comme on dit, non pas seulement dans des essais randomisés. Bon, si l'asthme devient régulièrement symptomatique, donc au moins 2-3 fois par semaine, à ce moment-là, on suggère de prendre un corticostéroïde formoterol régulièrement. Et si l'asthme n'est pas bien maîtrisé, d'augmenter la dose de stéroïdes à une dose modérée, sinon une dose forte. Et à ce moment-là, on peut ajouter d'autres médicaments, le premier étant l'anticholinergique. Et bien sûr, pour certains phénotypes particuliers, on le verra, des agents biologiques lorsqu'ils sont disponibles, ou encore l'azithromycine dans certains cas, mais encore là, on en parlera. Dans la Track 1, le médicament de secours est toujours le faible dose de corticostéroïdes inhalés associé au formoterol. Prochaine diapositive, je donnerai la rationnelle tout à l'heure de tous ces changements. La deuxième voie, le Track 2 en anglais, c'est bien sûr lorsque on n'utilise pas le corticostéroïde formoterol. Et à ce moment-ci, on suggère quand même, étant donné qu'on a eu beaucoup d'évidence que, bon, dans les dernières années, et nous, ça fait longtemps qu'on le sait, même dans l'asthme léger à très léger, il y a souvent énormément d'inflammation. Nos études récentes ont démontré que dans des patients qui étaient presque pas symptomatiques ou très légers comme asthme, il y avait également beaucoup d'inflammation qui pouvait être présente et qui peut amener à des crises sévères. J'ai même de très jeunes patients chez nous, il y a quelques années, qui sont décédés de leur asthme alors qu'ils n'étaient que Ventolin, salbutamol au besoin et considérés comme étant extrêmement légers. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital et qu'ils sont décédés, l'autopsie avait démontré une inflammation très importante de leur bronche. Alors, on a de plus en plus d'évidence que même dans l'asthme léger, l'inflammation est déjà présente et peut parfois causer des problèmes, même s'ils peuvent rester asymptomatiques pendant une longue période de temps. Ce qu'on suggère à ce moment-ci, c'est de prendre un stéroïde inhalé à chaque fois qu'on a besoin de prendre un courte action, un bronchodilatateur à courte action. Pour l'étape 2, donc le step 2, lorsque les symptômes deviennent plus fréquents, on suggère une faible dose régulière de corticostéroïdes. Et pour tout ce qui est le Track 2, la voie de la deuxième façon de traiter, le médicament de secours, c'est le courte action. Alors, la bêta-2 agoniste à courte action. Si l'asthme n'est pas bien maîtrisé, on augmente les doses de stéroïdes, toujours en associant de façon très régulière le corticostéroïde et le bronchodilatateur à longue durée d'action. Et on fait très attention dans ces cas-ci d'encourager l'adhésion thérapeutique. Parce que si le patient ne se retrouve qu'avec une courte action, il y a un risque de réaction sévère et de décès, l'inflammation bronchique n'étant aucunement antagonisée. Ici, dans les voies 5, on ajoute la même chose en anticholinergique et d'autres médications. Prochaine diapositive. D'autres thérapies sont potentiellement utiles, mais elles sont de moindre priorité. Encore une fois, on peut utiliser des antileucotriènes, quoiqu'ils sont moins puissants que les corticostéroïdes à faible dose. On peut utiliser l'immunothérapie dans certains cas. Et bien sûr, on peut utiliser dans les cas d'asthme sévère parfois l'azithromycine. On craint toujours les résistances. Il commence à y avoir beaucoup d'éléments qui nous font suggérer que des résistances à l'antibiotique se développent avec le temps. Et il faut faire très attention. Et s'il y a des problèmes d'arythmie cardiaque, un QT allongé à l'électrocardiogramme, c'est contre-indiqué. Alors, il y a des précautions intéressantes, importantes à faire pour l'azithromycine dans l'asthme très sévère
qui nécessitent un traitement additionnel au traitement maximal de base, là, qui est le corticostéroïde à forte dose associé à un bronchodilatateur à longue durée d'action. Et vous voyez que les corticostéroïdes oraux à long terme sont complètement en bas de la liste, c'est-à-dire qu'on essaie de les éviter au maximum. On a tellement d'études qui nous indiquent que les corticostéroïdes oraux ont des effets extrêmement nocifs, même lorsqu'on les donne simplement 1 à 2 fois par année en courte durée. On essaie de les éviter au maximum dorénavant tout ce qu'on a comme médication. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Oui. Alors, encore une fois, toutes les fois qu'on présente, on a beaucoup de questions. Pourquoi ne pouvons-nous pas traiter simplement par un bronchodilatateur à courte action seul? Alors, j'ai commencé à vous en mentionner quelques éléments. Il y a de nombreux rapports qui nous disent que les patients atteints d'asthme léger ou apparemment léger peuvent décéder de leur asthme. C'est arrivé en fait au Canada plusieurs fois et ça arrive partout. Ou parfois des exacerbations très graves, même si elles ne sont pas mortelles. Les déclencheurs d'exacerbation sont imprévisibles. Le pire exemple, c'est bien sûr en Australie, lorsqu'il y a eu une épidémie de décès là, suite au changement de température et aux orages qui ont amené en fait une concentration d'allergènes dans l'air de façon importante. Mais bon, c'est un cas extrême, mais ça peut se produire également n'importe où. Quelqu'un peut être exposé tout à coup à un agent bronchoprovocateur très important. Comme j'ai mentionné, même si on ne donne pas fréquemment les stéroïdes oraux, on sait qu'il y a une augmentation progressive et exponentielle, même vers la fin, de complications. Alors, même 4 à 5 traitements de corticostéroïdes oraux à vie, ça a été bien démontré par David Price, peuvent augmenter le risque d'ostéoporose, de diabète, de cataracte. Alors, c'est quand même pas une médication bénigne. Chez l'enfant, bien sûr, on voit les dommages que ça peut faire pour la croissance également. Ça sidère la croissance pour certains, un bon bout de temps. On s'est rendu compte de longue date, et ça remonte il y a 20 à 25 ans. Mes collègues de l'Université McGill avaient bien démontré que l'utilisation régulière d'un courte action, d'un bronchodilatateur à courte action, premièrement, ça augmente l'hyperréactivité bronchique parfois. Ça réduit la réponse au bronchodilatateur. Il y a une tachyphylaxie qui s'installe, une diminution de la réponse. Il y a une réponse allergique accrue. Mon collègue Don Cockcroft a très bien démontré la potentialisation de la réponse allergique par les bêta-2 agonistes pris régulièrement et une augmentation de l'inflammation bronchique. Donc, ça peut encourager un cercle vicieux qui encourage la surutilisation et même, on peut se rendre aux crises sévères et au décès. Bon, de longue date, on sait que la surutilisation des courtes actions est associée à une mortalité accrue, des exacerbations accrues. Ça amène le patient à considérer que c'est le traitement de base et non pas un traitement anti-inflammatoire. Et bien sûr, ça peut jouer sur l'observance au traitement de maintien anti-inflammatoire. Parfois, les patients considèrent que ce bronchodilatateur est plus efficace que l'autre parce qu'il n'en perçoit pas l'effet immédiatement. Alors, écoutez, on va continuer à parler des évidences, mais on va passer à la prochaine diapositive pour en rediscuter. Prochaine diapositive. Alors, je m'excuse d'être en anglais. Gina a décidé de changer sa stratégie suite aux études Sigma et aux 2 autres études, donc Sigma 1, Sigma 2, et les 2 autres études plus Real Life, la vraie vie, sur le terrain, qui est Noverstart et Practical. Ces études ont démontré finalement que comparativement, par exemple, au bronchodilatateur à courte action au besoin, l'administration au besoin d'un corticostéroïde inhalé, et dans ce cas-ci, c'était le budesonide, réduisait de façon très marquée les exacerbations annualisées et surtout les exacerbations sévères. Donc, c'était important. Et dans une étude randomisée à double insu, avec un bon contrôle de l'asthme, une vérification de l'adhésion, en fait, les patients étaient beaucoup plus adhérents dans ces études qu'en normal, que dans la vie normale. On notait un effet relativement similaire sur le contrôle de l'asthme. Il y avait peut-être un petit peu plus de symptômes dans le corticostéroïde inhalé formoterol, mais ça n'atteignait pas finalement la valeur cliniquement significative. Et il n'y avait pas de changement significatif de la fonction pulmonaire. C'était quand même très minime. Il n'y avait pas de changement des marqueurs inflammatoires comme le phéno. En fait, de base, en fait, c'était un petit peu plus élevé
mais c'était stable sur les 12 mois. Il n'y avait aucune évidence d'augmentation de l'inflammation bronchique avec le traitement au besoin comparativement, par exemple, un traitement de faible dose de corticostéroïdes inhalés. Ici, c'est la comparaison avec la faible dose de corticostéroïdes inhalés de prise de façon régulière. L'adhésion thérapeutique dans ces études était d'environ, en fait, pour les études Sigma, d'environ 70 à 80 %, ce qui est nettement supérieur à la vraie vie. Donc, ça peut avoir biaisé en faveur du faible dose. Mais même à ça, on voyait que le corticostéroïde inhalé formoterol au besoin était aussi bon, avec des changements vraiment minimes, mais surtout une forte réduction je vais montrer les autres là, tout à l'heure, des exacerbations, tout comme on l'a vu ici comparativement avec le terbutaline au besoin. Bon, alors dans les études Novel Start et Practical, ça c'était des études plus vraie vie là, finalement, il y avait encore à peu près les mêmes effets, c'est-à-dire un bon contrôle de la maladie ou une réduction des exacerbations. Prochaine diapositive. Donc, si on peut aller à la prochaine. Donc, dans les autres évidences qui favorisaient le corticostéroïde formoterol, en fait, il y avait différentes observations qui suggéraient que cette médication pouvait être bénéfique. De nombreuses méta-analyses, en fait, incluant justement toutes les études mentionnées. Donc, on est rendu à peu près 10 000 patients qui ont été testés et on voyait justement que le corticostéroïde à faible dose formoterol dans l'asthme léger par rapport aux stéroïdes réguliers quotidiens amenait une réduction importante des exacerbations. C'était identique en fait, même amélioration chez les adolescents que chez les adultes, donc c'était bon également pour les enfants de plus de 12 ans, les adolescents de plus de 12 ans. Et il n'y avait pas de signaux finalement au niveau de la sécurité de cette approche. Elle était aussi sécuritaire que le stéroïde inhalé régulièrement quotidiennement. Prochaine diapositive. Donc, dans les autres changements finalement qu'il y a pour le rapport GINA 2022, on insiste sur le fait que les agents anticholinergiques ne doivent jamais être utilisés en monothérapie pour l'asthme, même l'asthme léger, pour la même raison qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est que ça n'attaque pas l'inflammation bronchique. Il y a une augmentation du risque d'exacerbation. Et si on ajoute cependant un anticholinergique aux corticostéroïdes associés à une longue action, il y a quand même une certaine amélioration, mais ce n'est pas la panacée, hein, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des améliorations modestes, finalement, du contrôle de l'asthme. Ça améliore surtout légèrement la fonction pulmonaire. Donc, certaines études, c'est très variable d'une étude à l'autre, disent qu'il y a peut-être une petite réduction des exacerbations, mais quand même, avec tous ces petits changements bénéfiques, et le fait que c'est habituellement une médication qui n'est pas très chère, pas très coûteuse, on suggère qu'avant de passer à d'autres médicaments comme les biologiques dans l'asthme sévère, on peut donner une prochaine diapositive. Prochaine. Bon, encore une fois, dans les pays peut-être avec un revenu plus faible, on sait que bon, 96 % des décès par asthme se produisent dans les pays à faible revenu ou à revenu modéré comparativement aux pays industrialisés plus riches. Et la grande majorité de ces décès sont évitables selon toutes les études qui ont été effectuées. Malheureusement, il y a un accès difficile à la médication. Hein. Les associations corticostéroïdes formoterol ne sont pas évidentes partout, sont parfois dispendieuses. Les corticostéroïdes oraux sont souvent utilisés, mais avec toutes les complications de la santé qu'on connaît. Donc, GINA est actuellement impliqué dans des efforts très importants associés avec l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies chroniques pour essayer d'avoir une résolution à l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de rendre plus facilement disponible la médication nécessaire pour bien contrôler l'asthme. Ça devrait être, comme pour d'autres maladies, des médicaments qui devraient absolument être essentiels. Et ça éviterait non seulement les décès et les problèmes de qualité de vie, mais ça pourrait même améliorer l'état financier des systèmes de santé, étant donné que les exacerbations, les visites à l'urgence, tout ce qui s'appelle soins médicaux pourrait être grandement amélioré pour réduire les coûts de santé dans ces pays. Alors,
On travaille très fort là-dessus. Il y a beaucoup de travaux qui vont se faire. Votre opinion serait bien sûr très appréciée, mais c'est une de nos priorités. Prochaine diapositive. Pour l'asthme sévère, le rapport GINA 2022 vous apporte tous les éléments essentiels, mais je crois qu'un des plus beaux produits du GINA cette année sera son guide sur l'asthme sévère. En fait, nous allons le traduire en français, nous sommes en train de le traduire, le 2022. Le 2022 n'est pas encore sorti complètement, il va sortir dans quelques semaines à peine, vous allez voir très prochainement. On a mis à jour ce fameux guide sur l'asthme sévère et difficile à traiter en incorporant toutes les nouveautés au niveau de la littérature médicale et c'est aussi autant pour les soins de première ligne que pour les soins spécialisés et l'articulation entre les deux. Donc, je vous invite fortement à être aux aguets pour vérifier ce fameux guide là, sur l'asthme sévère qui a complètement changé de forme cette année. C'est un plus grand format, plus de détails, très imagé. On est très fiers de ce guide là, qui va très bientôt sortir. Prochaine diapositive. Oui. Donc, dans les autres changements du guide de GINA 2022, on porte une attention particulière pour l'éosinophilie. Lorsqu'il y a une éosinophilie de plus de 300 éosinophiles par microlitre, alors toujours penser, bien sûr, les parasitoses. On n'a peut-être pas assez porté attention dans le passé, même dans les pays industrialisés, avec les gens qui voyagent maintenant, on en a de plus en plus. Pour les fortes hyperéosinophilies, on suggère de faire attention. Il peut y avoir des vasculites, comme les granulomatoses éosinophiliques, l'équivalent de Churgen-Strauss, qui peuvent être passés pour de l'asthme, alors il faut faire attention. Et on porte une très grande attention. Vous savez, maintenant, avec tous les traitements que nous avons, nous pouvons sevrer progressivement les corticostéroïdes oraux chez plusieurs patients, mais on demande de faire très attention à l'insuffisance surrénalienne qui peut se produire. Alors, il y a des protocoles de traitement qui sont suggérés pour essayer de bien monitorer l'insuffisance surrénalienne potentielle au sevrage des stéroïdes oraux à long terme et de faire bien attention, là, justement, pour éviter les complications de ce type. Pour ce qui est de l'évaluation du phénotype, on suggère de répéter l'évaluation non invasive de l'inflammation bronchique parce qu'un patient peut avoir une journée ne pas avoir d'inflammation et l'autre journée peut en avoir. Alors, pour bien phénotyper, surtout dans les asthmes sévères, l'inflammation bronchique, ça demande des tests répétés. Et s'ils sont sous stéroïdes oraux, on essaie de réduire la dose de stéroïdes oraux, si c'est possible, à la plus faible dose, pour essayer de voir justement si ça ne masque pas ce qu'on appelle un phénotype de type T2, donc un genre d'asthme éosinophilique ou allergique qui serait masqué par les corticostéroïdes oraux. Donc, le traitement serait quand même très différent à ce moment-là. Et pour l'asthme sévère. Et bien sûr, il y a d'autres traitements qui sont disponibles maintenant pour l'inflammation de type T2 dans les asthmes sévères. Encore une fois, faire attention à l'azithromycine. On la garde souvent comme dernier recours. Mais il y a maintenant le dupilumab et le tezepelumab qui sont devenus disponibles dans plusieurs pays pour l'asthme très sévère, bien sûr. C'est des médicaments coûteux, alors on les réserve pour des cas qui vraiment ont une indication extrêmement précise. Et considérer les stéroïdes oraux comme dernier recours. Prochaine diapositive. Oui, prochaine. Alors, bon, pour la thérapie biologique, je n'en parlerai pas énormément. Je crois que je vous réfère encore une fois à notre guide. On parle un peu de comment utiliser justement du dupilumab et le tezepelumab. Et on a revisé les indications pour l'asthme, mais vous savez qu'il y a d'autres indications de ces traitements pour les comorbidités associées selon les propriétés de chaque médication. Donc, ce seront des choses qui sont détaillées dans le rapport. Prochaine diapositive. Alors, simplement quelques images pour le nouveau guide thérapeutique sur l'asthme sévère. Elles sont même améliorées par rapport à celle-ci. L'imagerie a été complètement refaite. Alors, vous savez, ça, c'est les étapes là, pour un asthme difficile à contrôler. Alors, confirmer le diagnostic, regarder les facteurs contributoires, optimiser l'approche thérapeutique, incluant et bien sûr l'éducation du patient, les mesures non pharmacologiques, etc. Alors, est-ce que l'asthme est bien maîtrisé? Est-ce qu'il est bien contrôlé? Si on a beaucoup de difficultés en soins de première ligne, c'est bon de référer à un endroit où il y aura les moyens nécessaires pour mieux phénotyper l'asthme et de vérifier les différents éléments, donc référer à un spécialiste ici. Bon, tout ça varie d'un pays à l'autre, bien sûr. Prochaine diapositive. Par la suite, lorsqu'on a déterminé que l'asthme est vraiment potentiellement sévère, outre la grande
investigation du diagnostic différentiel pour voir s'il n'y a pas une autre maladie associée ou qui mime l'asthme. On détermine ensuite si le patient a un asthme de type T2 ou non T2, étant donné que ça va influencer le traitement. Et on fait des tests d'adhésion thérapeutique pour être certain que nous avons bien affaire à un T2 ou un non T2 qui masquerait une inflammation, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et par la suite, on peut considérer d'autres traitements additionnels. Une prochaine diapositive. C'est un bref résumé, là, je vous laisse le regarder. Et vous voyez ici, ça c'est la nouvelle version un peu de notre algorithme. Alors, on peut considérer dans les pays où c'est disponible, où l'agent payeur est capable de l'offrir, différentes options pour les asthmes extrêmement sévères, dont les agents biologiques. Alors, nous avons l'omalizumab, maintenant vous avez baralizumab, mepolizumab, restezumab, le dupilumab et le tezepelumab. Alors, les différentes indications. Alors, tout le monde nous dit lequel on choisit à travers tout ça. Alors, ça dépend des propriétés, des caractéristiques de l'asthme, ça dépend de la disponibilité. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qu'il faut considérer avant de choisir un des agents biologiques si on peut les utiliser. Mais il n'y a pas d'études, comme on pourrait dire, d'un agent biologique versus un autre actuellement dans l'asthme sévère, sauf pour le mepolizumab, restezumab, qui est une toute petite étude. Donc, c'est difficile de juger exactement du pouvoir thérapeutique de chacun des agents, par exemple, dans un phénotype donné. Mais encore une fois, on se réfère dans le guide aux caractéristiques de base qui peuvent nous faire penser que c'est une bonne médication pour ce type d'asthme. Prochaine diapositive. Dans les asthmes non T2, ça devient plus difficile. Ce qui est intéressant, bon, nous, on a la chance d'avoir la bronchothermoplastie pour les asthmes non T2, mais maintenant, le tezepelumab pourrait théoriquement être utilisé également pour les non T2. Encore là, c'est une option assez coûteuse. Et il y a bien sûr plein de mesures non pharmacologiques qu'on peut vérifier pour les non T2. Prochaine diapositive. Voilà. Alors, c'est en fait la version pour les 6 ans à 11 ans. Je ne parlerai pas beaucoup de la pédiatrie. Là, je laisse mes collègues pédiatres regarder ça. Mais pour ce qui est des enfants, mettons de 6 à 11 ans, c'est un peu différent. On insiste surtout sur les corticostéroïdes inhalés. Encore une fois, en pensant que même chez l'enfant de 6 à 11 ans, l'inflammation bronchique est présente à un stade très précoce de la maladie. Et on fait très attention, bien sûr, pour essayer d'éviter les fortes doses, étant donné que ça peut avoir un effet sur la croissance, mais au moins jusqu'à l'équivalent de 400 microgrammes quotidiennement depuis des années, donc on sait que c'est quand même sécuritaire. Prochaine diapositive. Bon, alors, je vais la passer rapidement, celle-là, parce que nous sommes en train de faire de nombreuses discussions sur comment juger la sévérité d'un asthme. Je ne veux pas entrer là-dedans, nous n'avons pas malheureusement suffisamment de temps. Je vais aller plus loin, mais au cours de la prochaine année, nous allons publier différentes choses sur comment mieux préciser la sévérité d'un asthme. On sait qu'il peut décéder. Alors, comment peut-on mieux caractériser nos patients? On va travailler très fort là-dessus. Prochaine diapositive. 2 diapositives rapides sur la COVID. On peut passer celle-là, c'est des détails. On peut passer tout de suite à la COVID. Alors, les messages clés pour la COVID, parce que le temps file. La meilleure façon d'éviter un problème associé à la COVID, il y en a encore quand même de la COVID ces temps-ci dans plusieurs parties du monde, y compris chez nous. Un asthmatique n'a pas plus de risque d'avoir une COVID sévère si son asthme est bien contrôlé. Si son asthme est mal contrôlé et qu'il a même eu besoin dernièrement d'un stéroïde oral, à ce moment-là, ça peut être une COVID beaucoup plus sévère. Il y a des questions qui se sont posées. Est-ce que les stéroïdes inhalés sont protecteurs contre la COVID? Ça pourrait diminuer la réponse inflammatoire à la COVID. Alors, il y a des évidences indirectes là-dessus, mais encore une fois, bon, la clé, c'est simplement de bien contrôler l'asthme par les médications stéroïdiennes inhalées, comme on le propose maintenant dans le GINA. Bon, il faut avoir un plan d'action écrit pour la conduite en cas d'exacerbation et suivre les recommandations locales, faire attention de ne pas disséminer le virus par des mesures inappropriées dans les milieux de soins. Prochaine diapositive. Pour les vaccins, on le recommande fortement aux patients asthmatiques. C'est le même effet bénéfique que dans la population générale. Et bon, c'est comme toute exacerbation virale, ça pourrait diminuer le risque d'exacerbation sévère. On recommande bien sûr fortement le vaccin contre l'influenza. Nous avons maintenant des associations d'infections combinées COVID-influenza qui donnent un tableau clinique très, très sévère dans certains cas. Donc, très important également de vacciner contre l'influenza.
Et on suit bien sûr la littérature et les recommandations des autorités de santé à ce propos. Prochaine diapositive. Mes deux dernières diapositives. Si ça vous intéresse de suivre un peu l'évolution des travaux de GINA, les 23 membres du comité scientifique qui représentent un peu les experts à travers le monde vont se pencher cette année sur l'immunothérapie aux allergènes, c'est quand même un domaine controversé, le diagnostic et l'approche des enfants de moins de 5 ans et la définition de sévérité de la maladie. Nous allons avoir le petit guide de poche sur l'asthme sévère chez les enfants qui est en développement. Celui-ci, on avait surtout touché les plus de 12 ans. Et d'autres informations viendront pour la COVID ou d'autres types d'infections. Gina est content d'avoir vos commentaires. Ça nous aide à progresser, à rendre les documents plus efficaces, plus disponibles, plus adaptés aux besoins. Prochaine diapositive. Et c'est ma dernière. Alors, écoutez, c'est un survol très rapide du guide GINA. Je pense qu'il y a un nouveau paradigme. Bon, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a beaucoup d'évidences qui suggèrent que tout asthmatique devrait avoir un stéroïde inhalé à sa disposition. S'il y a des problèmes d'adhésion, comme ça se voit si souvent, le corticostéroïde formoterol au besoin est une option. Il y a plusieurs spécialistes qui m'ont dit, écoutez, docteur, ça fait 30 ans qu'on essaie de convaincre nos patients de prendre leur traitement. Là, au moins, on sait qu'on a une option qui peut les aider. Bon, c'est pas tout le monde qui est non-adhérent, mais la non-adhésion est tellement marquée et peut apporter tellement de problèmes qu'on a décidé finalement au niveau du GINA d'offrir cette approche, là, ce scénario possible de traitement. Bien sûr, il y a beaucoup de développement dans l'asthme particulièrement sévère et le phénotypage et l'endotypage progressent énormément. On espère que ça va devenir plus facile, moins coûteux. Il y a beaucoup de tests actuellement pour essayer de phénotyper l'inflammation bronchique avec des tests très peu coûteux, équivalent d'un test, par exemple, urinaire ou des choses très rapides. J'espère que ça va venir très rapidement pour que ça nous aide à mieux traiter l'asthme. Bien sûr, médecine personnalisée et à suivre. Gina revoit ses recommandations. Nous nous rencontrons régulièrement tous les mois et chaque année, bien sûr, le rapport est mis à jour. Alors, à suivre. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir peut-être donné trop de détails, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Effectivement, il y a tout de même beaucoup de choses. Il y a de nouveaux paradigmes qui sont apparus depuis 2 ans, avec des aspects un peu différents. Avant de passer la parole à ceux qui sont connectés aujourd'hui, moi j'avais une question concernant les corticoïdes précoces. J'attendais un petit peu tes réponses, mais ça devient beaucoup plus clair, à mon sens, même si les problèmes ne sont pas résolus, parce que la possibilité d'accéder à ces traitements, c'est même assez difficile. Et une chose qui m'a frappé un petit peu, c'est, tu as parlé d'adhésion au traitement, ça reste d'actualité bien sûr. Tu n'as pas parlé d'éducation, ou peu, de l'éducation de l'asthmatique. J'ai mentionné l'éducation, mais peut-être pas de façon trop rapide. Écoute, l'éducation, moi, je considère que c'est la principale recommandation d'un guide thérapeutique et on le fait de façon plus importante dans le nouveau GINA. Oui, il faut éduquer le patient, il faut lui faire comprendre, bien sûr, l'importance d'utiliser un traitement. Écoutez, c'est comme pour le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques. Pourquoi ce serait différent dans l'asthme? Nous avons une maladie chronique ici, nous avons un phénomène inflammatoire chronique et on doit persuader nos patients de l'utilité de la médication et avec des mesures adéquates du contrôle et insister beaucoup sur les buts qu'ils visent. Pour certains patients, c'est de pouvoir faire du sport. Pour d'autres, c'est d'avoir une vie familiale normale. Oui, l'éducation est primordiale et doit absolument, autant que possible, être offerte et avec de qualité. L'éducation n'est pas simplement de transmettre de l'information, mais c'est d'aider le patient à se prendre en charge, à avoir des comportements plus adéquats, de mieux gérer son traitement, sa médication, les mesures non pharmacologiques. Merci de le souligner. Écoute, j'ai lutté toute ma vie pour l'éducation et c'est un point majeur. Bien sûr, ça ne doit pas prendre le dessus. Les autres mesures sont secondaires comparativement à l'éducation. Et sans l'éducation, les autres mesures sont moins efficaces, en fait. Ouais. Très bien. Qui veut intervenir?
Beaucoup ont coupé leur caméra, mais il y a sûrement des questions. Notamment, tu as soulevé le problème de l'utilisation des corticoïdes précoces. On a bien compris, et il y a suffisamment de papiers maintenant qui montrent qu'il ne suffit pas d'éteindre un petit peu le feu et le laisser couver par en dessous, si on peut dire. Hein, il faut contrôler cette inflammation par la corticothérapie inhalée de donner de façon précoce. La difficulté, bien sûr, tu as évoqué différentes voies qui pourraient conduire à une meilleure distribution des corticostéroïdes inhalés. Ça reste problématique et ça fait des années qu'on en parle, notamment au sein de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, sans avoir trouvé beaucoup de solutions. Mais il faut savoir que ça coûte effectivement très cher. Alors peut-être que quelqu'un de l'assistance pourrait nous donner son sentiment. Ce serait intéressant d'avoir un retour là-dessus. Qui veut bien intervenir? Madame Ouageni, par exemple. Tout le monde se cache derrière ça. Les gens sont timides. N'hésitez pas. Avez-vous tous accès aux corticostéroïdes inhalés, ne serait-ce qu'à faible dose? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est disponible? Qui veut intervenir? N'hésitez pas. Oui? Non, il n'y a personne qui ose. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Non, parce que vu le prix des médicaments, même, je dirais, non seulement les corticostéroïdes inhalés, mais même le salbutamol simple, ça coûte très cher. Ça coûte, entre Dakar et Paris, par exemple, le salbutamol, c'est 10 fois plus cher. Vraiment? Oh. Ça, quelle est la justification? Il n'y en a pas, sûrement pas. Mais pourquoi? C'est une autre affaire. Non, ça, c'est vraiment un problème majeur et mon Dieu, c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre comment ces médicaments qui sont si essentiels peuvent coûter si cher et surtout le corticostéroïde inhalé. Plusieurs pays, comme par exemple au Brésil, dans certaines zones défavorisées, lorsqu'ils ont rendu accessible le corticostéroïde gratuitement, les visites à l'urgence ont diminué de 98 et la mortalité de 100 C'est incroyable. J'espère que l'Organisation mondiale de la santé, en fait, nous avons un Australien qui s'appelle Dr. Guy Marks, qui travaille très fort actuellement pour essayer de voir comment on pourrait rendre la médication de base pour l'asthme. Non seulement le corticostéroïde, mais l'association de corticostéroïdes avec formoterol, comment ça pourrait être disponible aux pays qui n'ont pas un accès facile à ces médicaments. Ça pourrait faire des différences énormes au point de vue de l'état de santé de la population, des mortalités, etc. C'est une hérésie de ne pas avoir accès à ces médicaments qui sont aussi essentiels que le pain ou l'eau. On travaille très fort là-dessus. Et comme je vous ai dit, Gina, maintenant, a un effort particulier pour essayer de voir quelles seraient les possibilités, les solutions pour rendre accessibles ces médicaments en travaillant avec l'UA-TLD ou l'Organisation mondiale de la santé, le groupe GARD, etc. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça n'a aucun bon sens. Alors chacun se renvoie la balle. Les laboratoires disent c'est pas nous, ce sont les importateurs. Parce qu'il y a des sociétés intermédiaires, bien sûr, qui se chargent d'importer les médicaments dans les pays. Et puis les importateurs disent c'est pas nous, ce sont les pharmaciens. Le résultat est que ça coûte 10 fois plus cher. C'est totalement inadmissible. Alors comment prendre un traitement régulier s'il coûte l'équivalent d'un mois de salaire pour acheter un flacon? C'est pas possible. Absolument. Absolument pas possible. Incompréhensible. En tout cas, on se bute à des barrières énormes, mais il va falloir qu'on arrive un jour à le faire. Ça n'a aucun bon sens. Mais tu parlais du Brésil qui a mis à disposition les et corticoïdes inhalés. Comment ont-ils procédé? Tu as une idée de? Ouais, en fait, écoutez, ils avaient eu un don, je crois, et même si c'était pas seulement un stéroïde inhalé, ils avaient le faible dose de corticostéroïde avec formoterol, qui est encore plus puissant comme agent pour changer la situation. Ils avaient fait des
collaboration avec une industrie pharmaceutique et l'autorité de santé régionale. Ils avaient réussi à obtenir probablement au niveau de l'autorité de santé à un prix très réduit pour le gouvernement un ensemble de médicaments qu'ils avaient pu distribuer, surtout aux gens qui se présentaient à l'urgence. En fait, bon, il y a quand même des personnes qui sont affectées par l'asthme, mais eux, ils voulaient diminuer surtout les consommations de soins aux urgences et dans les hôpitaux. Et ils ont donné cette médication à ces gens qui se présentaient. Et comme j'ai mentionné, quelqu'un qui se présentait à l'urgence à tous les mois, à tous les 2 mois pour un asthme sévère, ne revenait plus. Alors, leur système de santé a grandement bénéficié. Et bon, c'est pas un secret, le GINA présentement essaie de persuader les autorités et les pharmaceutiques de faire au moins des études plus poussées dans les pays à faibles revenus pour essayer de voir comment on pourrait persuader justement ces administrations de mettre en priorité l'accès à la médication à un coût moindre ou un faible coût. Parce qu'il pourrait sauver beaucoup de soins de santé, beaucoup de coûts en soins de santé si les administrés donnaient ces médicaments avec un très faible coût. Alors, encore malheureusement, beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais j'espère que ça va se faire et que ça va changer avec le temps. Je suis un peu pessimiste, la nature humaine, surtout ces temps-ci, lorsque je regarde les nouvelles à la télévision. Je trouve que l'être humain, comme les latins disaient, l'homme est un loup pour l'homme, mais j'espère qu'un jour, les gens auront raison et on reviendra à une façon de penser un peu plus adéquate. Alors, il y a une autre question qui se pose peut-être en Afrique, c'est la pollution. Les gens vivent dans les grandes villes. Hein, on imagine toujours qu'en Afrique, on vit dans la nature. C'est pas vrai. On vit dans des grandes villes qui sont extrêmement polluées avec une poussière ambiante extrêmement forte, des vapeurs d'essence, de gasoil, et puis un tabagisme qui est quand même assez important. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quelles sont les répercussions que vous connaissez, que vous avez pu... Oui, tout à fait. Écoute, actuellement, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse au point de vue de la santé respiratoire à travers le monde. Le réchauffement de la planète, avec les effets que ça a sur la végétation, la concentration des allergènes dans l'air, l'augmentation des polluants atmosphériques, malheureusement avec les guerres actuelles, l'utilisation à nouveau de charbon et de polluants atmosphériques incroyables, vont rendre la situation extrêmement difficile pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Dans certains pays, ça devient catastrophique, effectivement. Je pense à l'Inde ou même en Chine parfois. Il y a un problème aussi de synergie, c'est-à-dire que les polluants atmosphériques ont une synergie avec les allergènes pour causer une inflammation bronchique. Plusieurs des polluants vont causer déjà une altération de l'épithélium bronchique qui va rendre la pénétration des allergènes encore plus forte. Donc, tous les gens qui ont des problèmes allergiques à cause de la pollution atmosphérique vont probablement avoir de plus en plus de problèmes avec leur asthme ou leur santé respiratoire. Et ça ne peut qu'augmenter. Et avec le réchauffement de la planète, la prolongation des périodes de pollinisation, les moisissures dans l'air, il y a tellement de choses maintenant au niveau de l'atmosphère. Et bien sûr, la pollution la plus concentrée au monde, c'est-à-dire celle du tabac et de tout ce qu'on envoie dans les bronches, c'est vraiment catastrophique. Et je ne sais pas où on s'en va avec tout ça, mais disons que je suis un peu pessimiste et les prévisions sont que la prévalence de l'asthme et la sévérité de l'asthme ne feront qu'augmenter dans les prochaines années. Bon, outre les mesures environnementales, l'autre façon d'essayer de contrecarrer ça, c'est bien sûr un accès plus facile à la médication anti-inflammatoire et aux soins, mais encore là, je pense qu'il ne faut pas abdiquer, mais il faut être surtout soutenir les efforts dans le sens d'essayer de combattre les changements climatiques, la pollution et d'avoir des meilleurs soins. Mais encore là, c'est toute une tâche. Hein. Tout le monde doit s'impliquer dans ces choses. Oui, c'est pas un message très optimiste, Louis-Philippe. Malheureusement, j'ai trop peur que ce soit réaliste. Non, mais très bien. Bien, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Nous n'avons pas beaucoup de questions aujourd'hui. C'est toujours agréable de vous
entendre. Vous savez, toutes les fois que je vous ai visité, là, j'apprends tellement de choses. Ça me motive tellement de vous entendre. Là. C'est merveilleux. Moi, je sais que vous êtes là. Oui, c'est dommage que nos auditeurs et spectateurs n'interviennent pas parce qu'ils ont une expérience de terrain qui effectivement est très importante, y compris pour vous au niveau du GINA, parce que je sais que vous avez un panel d'experts de tous les pays, y compris des pays à bas revenu ou un revenu moyen, comme on dit, mais c'est très important. Il y a un vécu. Bien, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que Louis-Philippe, tu as convaincu tout le monde. Tu as fait un... si, j'avais encore une question un peu. Vous n'envisagez pas utiliser parce que ça devient quand même assez compliqué, tous ces algorithmes. Vous n'envisagez pas une application sur, Mhm. sur smartphone, par exemple, pour s'y retrouver plus facilement entre la sévérité, les traitements, etc. Oui, tout à fait. Écoute, c'est une des choses dont je n'ai pas parlé, mais nous sommes en train de travailler sur une application pour smartphone, effectivement, pour le guide Gina. Alors, c'est quand même tout un challenge. J'avoue que c'est un méchant défi. Il faut quand même le rendre utile. Nos collègues de Gold pour la BPCO avaient fait une application qui n'a pas très bien fonctionné. Alors, nous, on essaie d'en faire une nouvelle qui va être beaucoup plus conviviale, beaucoup plus utile, interactive. Bon, encore là, c'est beaucoup de travail, mais oui, on travaille là-dessus. J'ai bien l'impression que d'ici 6 mois à 1 an, nous allons avoir l'application Gina. Mais encore une fois, ça devrait être disponible, mais c'est très important de l'avoir effectivement. Y compris pour les médecins et y compris pour la population également? Oui, absolument. Écoute, je pense que Gina fait beaucoup de choses pour la population générale actuellement. Bien sûr, notre cible principal, ce sont les professionnels de la santé, les médecins et les personnes qui entourent les médecins au niveau santé. Mais oui, on pense aux patients de plus en plus. On inclut maintenant des patients dans nos comités consultatifs. Alors, on a beaucoup de suggestions de leur part et vous allez voir dans les prochains mois, quelques prochaines années, beaucoup de développement au niveau d'outils pour les patients. Il y en a déjà plusieurs, mais on veut vraiment insister là-dessus. Très bien. Bon, ben écoutez, sur ces quelques mots, nous allons conclure. Merci Louis-Philippe de cette conférence extrêmement informative. Puis effectivement, je suis un peu désolé que les gens n'aient pas osé prendre la parole parce que vous êtes dans le terrain, vous rencontrez des problèmes spécifiques. Et donc, mais de toute façon, vous pouvez revoir la conférence. Si vous voulez envoyer des questions ou des choses comme ça, vous avez nos courriels et donc nous les transmettrons à Louis-Philippe sans aucun souci. J'en profite pour vous rappeler la prochaine visioconférence dans le cadre de nos visio-actualités. Ce sera jeudi prochain, le 16 juin. Et ce sera le professeur Gérard Durand, qui est un pneumologue, mais spécialiste de la radiologie et fidèle à son habitude. Il va vous présenter des cas particuliers, radiologiques. Et donc, naturellement, vous allez être fortement sollicité pour vos interventions. Et c'est la dernière conférence pour la session hiver 2022. On va prendre de petites vacances bien méritées et nous allons revenir en force au mois de septembre. Donc, merci Louis-Philippe et puis je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup. Tu arrêtes l'enregistrement? Oui. Merci. On arrête l'enregistrement.